En tant qu'une alliance individuelle d'organisation, la Black Alliance for Peace cherche à récupérer et à redévelopper les positions historiques anti-guerre, anti-impérialistes et pro-paix pour du mouvement noir radical, par le biais, bien sûr, d'activités éducatives comme celle-ci, de l'organisation et du soutien au mouvement. Les organisations et les individus de l'Alliance travaillent pour s'opposer à la foi et à la répression militarisée de l'État national et aux politiques de déstabilisation, de subversion et à l'agenda de guerre permanente de l'État américain au niveau mondial. Moi-même ici que mes camarades de l'équipe d'Afrique, Yolan, Ogu et Chi, sommes très enthousiastes à l'idée de ce webinaire qui donnera le coup d'envoi du mois de la libération de l'Afrique de l'Alliance noire pour la paix, en ce moment crucial où les courants de changement et de défis convergent en Afrique et dans les Caraïbes. La plupart d'entre nous sont poussés par les intérêts occidentaux, en particulier américains. En Afrique, nous sommes témoins d'un panorama dynamique où les actions des forces de l'OTAN, en collaboration avec les entités régionales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique, la CEDEAO, suscitent à la fois le soutien et l'opposition. Les manifestations au Niger contre les sanctions de la CEDEAO en réponse à l'alignement du gouvernement militaire de transition du pays sur la nouvelle alliance des États du Sahel. Cela souligne les tensions entourant l'autodétermination de l'Afrique. Cela a conduit à des décisions importantes, les dirigeants du Burkina Faso, du Mali, du Niger ayant choisi d'affirmer leur souveraineté en quittant la CEDEAO, défiant ainsi les normes et les attentes historiques. En outre, suite à l'ingérence de la Cour suprême en collusion avec la CEDEAO et le président sénégalais de l'époque, Macky Sall, le gouvernement du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a été illégalement renversé. Tout cela, bien sûr, dans l'intérêt des puissances impérialistes occidentales dirigées par les États-Unis et leurs partenaires euh, français. Et simultanément, la communauté des Caraïbes, le CARICOM, la communauté des Caraïbes, les dynamiques politiques internes font l'objet d'un examen minutieux, en particulier en ce qui concerne les relations d'Haïti au sein de l'organisation. Les complexités historiques de l'intégration d'Haïti, dont la CARICOM révèle les divisions et les préjugés profondément ancrés, ainsi que des luttes permanentes pour l'acceptation. L'implication de la CARICOM dans les affaires haïtiennes a été controversée, notamment lors du coup d'État 2004 contre le président Aristide. En 2024, les membres de la CARICOM de la Jamaïque soutiennent une intervention en Haïti menée par le Kenya et soutenue par les États-Unis, ce qui suscite des inquiétudes et soulève les questions sur l'engagement de l'organisation à respecter ses principes, en particulier le principe de non-ingérence. La CEDEAO et la CARICOM exploitent toutes deux les mécanismes de soft power tels que la diplomatie, la coopération économique, les échanges culturels et la résolution collaborative de euh, problèmes pour renforcer la stabilité, la prospérité et l'intégration régionale. Leur capacité à influencer la dynamique régionale et à façonner les normes et les valeurs dans leurs régions respectives soulignent leur importance en tant qu'institution de soft power en Afrique sur les Caraïbes. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui avec nos brillants panélistes, il est impératif que nous penchions sur les dynamiques complexes en explorant les intersections des alliances régionales et de l'ingérence occidentale. Et nous allons maintenant présenter les différents membres. Alors, Imani est membre du parti PRPA, résident en Guinée-Bissau. Et il est aussi à l'Institut euh, de Amilcar Cabral. Il est coordinateur de la section du Lot, Gabouzinho du secteur autonome de Bissau. Il est aussi membre du conseil de coordination de l'Organisation des peuples d'Afrique de l'Ouest. Il est titulaire d'un doctorat en droit du Southern University Law Center et d'une licence en sciences politiques et l'administration publique de l'Université Xavier.
Fatou est une étudiante organisatrice au Burkina Faso impliquée dans le centre Thomas Sankara, euh, une bibliothèque socialiste panafricaine et un centre d'éducation politique et elle est aussi membre du Parti révolutionnaire populaire panafricain. Nous disons bienvenue. Bienvenue, Erika. Imani, je vais commencer avec vous. Et si vous êtes prêt, peut-être si vous souhaitez allumer votre caméra. Et je voudrais vraiment, je suis très excitée en vous parlement, pour vous parler de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Et, et on voulait, est-ce que je commence d'abord? Premièrement, je vous remercie pour l'opportunité d'être avec vous et pour que nous puissions nous organiser, les interprètes et tout le monde. Dans notre opinion, lorsque ECOWAS, la CEDEAO était organisée, par exemple, en Afrique, et d'abord, c'était vraiment une initiative révolutionnaire. Et pourquoi cela était ainsi? C'est parce que, surtout dans l'Afrique occidentale, surtout à travers toute l'Afrique, nous étions organisés en tant que les États Balkans qui avaient des infrastructures très faibles. Et lorsqu'on avait ces frontières superficielles, nous, nous avons imaginé que c'était, surtout dans le nord en Europe ou en Amérique, nous avions vu que c'était que naturel que nous devrions avoir cette euh, intégration économique pour que nous puissions nous coopérer. Par exemple, en Guinée-Bissau, là où j'habite, nous exportons des choses au Sénégal, comme les citrons, etc. Donc, nous avons aussi beaucoup de fruits et végétables et légumes, pardon, à travers le Sénégal. Donc, nous n'avons pu pas nous bouger librement. Donc, nous pouvons peut-être communiquer, enfin, nous pourrons peut-être circuler dans tous les pays de l'Afrique sans avoir un visa. Mais on passe par les voies routières, on a toujours des problèmes. On a la corruption. Initialement, c'était quelque chose qui était très bien pour nous. Et la menace la plus majeure pour nous, c'était vraiment d'avoir cette coopération. Et il n'y avait que la démocratique du Congo qui était vraiment euh, notre collaboration. Donc, Mali était... Pardon, on a du mal à entendre euh, l'intervenant. Et Guinée-Bissau était une colonie portugaise. Et donc, nous avions eu beaucoup de problèmes à cela. Et maintenant, lorsque Guinée-Bissau et qui était justement au Guinée, il y a eu beaucoup de structures politiques que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord. Et c'était bien de pouvoir travailler avec la CEDEAO, d'avoir la CEDEAO parce que nous pourrions travailler ensemble.
Et, et on a eu aussi beaucoup de congrès sur justement la CEDEAO au niveau des pays africains. Et ça inclut vraiment les masses. Et puis, et parce qu'ils ont fait le coup contre Sékou Touré et à l'intérieur, pendant qu'il fonctionnait à l'intérieur de l'ECOWAS. OK, merci. Merci. Vous avez mentionné le PHIDC et d'autres et représentants de cette organisation, mais avec le contexte de Guinée-Bissau, comment a été l'implication de l'ECOWAS avec les poids tremens de l'histoire coloniale, particulièrement avec les interférences coloniales? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de contexte sur la situation politique, particulièrement au Guinée-Bissau, à la Guinée-Bissau? Avec les niveaux de pression et en ce moment, moi, et je regarde les équipes de la CEDEAO et qui passent et près de près de chez moi, et ainsi au Sénégal et au Nigeria. Ce sont des institutions qu'on utilise pour stabiliser, mais en pratique, ce n'est pas le cas. Plutôt, ils les utilisent pour imposer les idées néocoloniales et, et ils utilisent ainsi d'autres institutions pour faire pareil. Par exemple, en octobre, il y avait eu des éléments en masse qui avaient entouré la Cour suprême et, et la formation de la CDA avait une autre mission. Et ils n'ont rien fait de sérieux. Si vraiment c'était là pour protéger les institutions, et ils auraient fait autre chose parce qu'en ce moment, le PIDC était là dans le gouvernement. Et ils ont demandé au président d'agir, il n'a rien fait. Donc, ce sont juste des hommes armés qui ont entouré la Cour suprême. Et, et ECOWAS aurait dû faire une intervention. Et pour vous donner un autre exemple, un mois plus tard, il y a eu, ils ont tiré des armes à feu et aux alentours de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait deux issues pardon, il y avait deux issues et en tout cas, lorsqu'on avait commencé à tirer sur la maison du président, il n'y avait aucune action. Euh, non, alors là, maintenant on se demande quelle est vraiment la position de la CDA. Ils, ils ont dit que eux autres, lorsqu'on a commencé à tirer aux alentours du Palais national, ces agents ont été se cacher. À ce moment, et le président de la République a dû abandonner le palais. Et ils ont mis en place un corps présidentiel temporaire. Donc, à dire que le gouvernement en place n'était pas protégé, ils ont dû installer un autre gouvernement. Donc, eux, ils ne respectent pas leur mission de stabiliser les gouvernements. Il y a eu, comme dans le passé, pardon, excusez-nous, nous demandons à Monsieur Imani de ralentir un peu. OK, nous avons demandé à Monsieur et nous avons demandé à un représentant qui a été élu démocratiquement et nous lui avons demandé OK, Flo- OK, nous leur avons demandé de créer comme un espace dans l'Assemblée nationale encore. Et mais en tout cas, la position, quelle que soit la situation, en tout cas, la CDO ne s'est jamais montrée en tant que force stabilisante, mais plutôt une force politique. Ce sont juste des exemples que je vous donne. Après qu'ils ont eu après qu'ils aient mis un président en place, ils ont mentionné que la Constitution de Guinée-Bissau et l'Assemblée nationale populaire devraient avoir 12 mois OK, pour faire l'élection. Mais ils ont dit que
Ils ont dit qu'en tout cas que le CDA a fait des stratégies dont ces principes que, qui étaient basés hors de leurs principes initial. Et, excusez-nous, monsieur Imani parle vraiment vite. Um, OK, merci pour les contacts que vous avez partagés, mais en tout cas, je vous demande, et quelles sont les perceptions locales de la CDA au sujet de ses pouvoirs au Guinée-Bissau comparativement et comparativement et à l'évaluation internationale de leurs effets. Vous avez parlé de la différence peut-être qu'ils auraient pu créer. Et quelles sont en fait les pensées de la population sur le CDA et comment est-ce qu'ils sont vus internationalement? Euh, D'après mes propres perceptions, la voix des gens, ils disent, et nous avons eu comme un coup d'État en 2012 et la mission de la CDA est venue. OK, et d'après la déclaration OK, excusez-nous une minute. OK, j'étais à une réunion où, où, où les putschistes OK, où les putschistes ont expliqué que le président actuel n'était pas démocratiquement élu. Donc, la majorité de la population était d'accord avec leur positionnement. Mais le représentant pour la CDA, OK, le représentant de la CDA a plus ou moins agréé avec les coups. Donc, lorsqu'on parle du positionnement de la CDA, par exemple, dans leur sommet de l'année passée et le sommet de cette année et l'Assemblée nationale, pour restaurer l'ordre démocratique et organiser et s'organiser pratiquement sur le principe initial, on les attend mais en fait, ils n'aiment pas en général, la voix populaire n'aime pas le positionnement de l'ECOWAS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le concept du néocolonialisme et quelle est l'approche de la CDA au sujet de la résolution des conflits? Lorsqu'on parle de la souveraineté et de la stabilité régionale des pays. Avec l'ECOWAS, il- il- chaque pays est indépendant, ils ont leur propre drapeau, ils ont leur propre constitution, mais l'économie est contrôlée par l'extérieur, par la communauté internationale, par la France et d'une autre part par les forces impérialistes des États-Unis. Les pays qui font partie principalement de la CDA sont des pays qui étaient formellement des territoires français, comme le Sénégal, la Mauritanie et le Niger, etc. Ce, ce sont des pays qui ont eu leur propre conception de comment l'économie allait se développer et avaient leurs propres priorités, mais en effet, en pratique, ce sont les étrangers qui déterminent leur souveraineté, qui déterminent ce qui se passe dans leur pays. Donc, en fait, ils sont victimes de l'exploitation capitaliste et ils sont contrôlés par ils sont contrôlés par des forces externes. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement pour les interprètes, s'il vous plaît? Par exemple, la France est un pays capitaliste. Il exploite les travailleurs de la France. Et eux autres, lorsqu'ils viennent dans les pays africains, asiatiques, etc., ils y vont avec les forces militaires et établissent leur administration et leur propre police.
et établissent leur propre économie. En utilisant les ressources du pays, d'autres pays comme des ressources du Sénégal, du Mali, etc. Donc, ce qu'ils font, ils exploitent les pays et ils exploitent les pays mentionnés, les pays africains et ainsi d'autres pays asiatiques comme le Mali, etc. Ils prennent leurs ressources et les ramènent en France. Donc, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui décident les économies en termes de l'agriculture. Ils essaient même de changer la culture des pays contrôlés. Mais comme vous verrez, la plupart des pays dans l'Afrique de l'Ouest, c'est comme évidence, vous verrez que la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest parlent en français, parlent le français. Donc, dans les places comme le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, vous verrez que dans l'implication de la CDA, ce qu'ils disent, ils disent à leurs marionnettes ce qu'ils devraient faire, quand est-ce qu'ils devraient le faire. Donc, dans ces pays-là, dans les pays mentionnés, ils utilisent toujours le franc français. Et donc, le franc français qui a été établi pour les colonies françaises. Et donc, donc en fait, quoi que ce sont des francs pour les colonies africaines, ce sont toujours, on les appelle toujours des francs, comme l'ancienne devise française. Donc, tous les économistes de l'Afrique de l'Ouest. OK, donc dans les colonies de l'Afrique de l'Ouest, n'importe qui aimerait exploiter les ressources naturelles de ces pays doivent tout d'abord prioriser la France. Ils essaient de nous faire comprendre à tout moment que tout ce qui passe sur leur propre civilisation sont de belles choses et pourtant les civilisations et tout ce qui appartient à l'Afrique est laid comparativement à les leurs. C'est pour cela que vous verrez que l'effet du colonialisme est comme les personnes, par exemple en Gambie, au lieu de s'exciter à fréquenter les écoles dans leur propre pays, ils préfèrent fréquenter les écoles dans les pays occidentaux. OK, merci beaucoup, Imani. OK, maintenant, et pardon, nous allons. S'il vous plaît, Madame Fatou, et ralentissez un peu quand vous parlez. Euh, et Fatou, si vous êtes prête, vous pouvez activer votre caméra. Pas de souci. Alors, vous êtes à Burkina Faso, qui a beaucoup de nouvelles, des actualités qui... Pas de souci. Faites-nous signe lorsque ce sera... Alors, si...
Est-ce que vous êtes prête? Fatou, est-ce que vous êtes prête? Vous nous entendez? Fatou, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous nous entendez? Fatou, est-ce que vous êtes prête? Vous nous entendez sur l'interprétation? Oui, mais vous m'entendez sur la salle principale. Oui, j'essaie de couper. Est-ce que vous avez déjà sélectionné l'interprétation en français? Oui, oui, Très oui, bien. oui. Donc, je vais Ok, maintenant passer à la salle. Donc, vous allez me répondre dans la salle. d'accord. Merci. Alors, vous nous entendez là maintenant, Fatou? Oui, oui, c'est bon, c'est Très bon. bien, vous êtes prête. Très bien, merci. Eh ben, l'Afrique n'est pas gratuite, donc on a des petites interruptions, on a des petits problèmes. Très bien. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'actualités qui se passent dans cette région en général. Je voulais voir, Fatou, euh, comment voyez-vous l'Alliance des États du Sahel euh, et comment cela fonctionne, cet dynamisme dans la région de l'Afrique, surtout au point de vue de la souveraineté et l'autonomie? Et si vous posez quelques secondes avant de répondre, ça serait bien. Merci. D'accord, c'est bon. C'est bon maintenant? Ah oui, allez-y. D'accord. Je sais pas, peut-être que j'ai pas bien compris la question, mais je vais tenter une réponse. Euh, je pense que l'Alliance des États du Sahel en matière de souveraineté est un exemple. C'est un exemple pour tous ces pays africains qui aspirent à une libération totale et une souveraineté, comment on appelle ça, complète de leur territoire. Euh, vu vu les décisions relationnelles que ces pays ont eu à prendre depuis le début de cette histoire jusqu'à maintenant, les différentes, comment on appelle ça, relations qu'ils ont tissées avec l'international, vu la question de multipolarité dans laquelle ces pays se sont engagés, on voit que c'est vraiment une lueur d'espoir pour la sous-région et aussi au-delà de la sous-région, c'est une lueur d'espoir pour les autres pays africains qui voient, voilà, qui voient qu'il y a possibilité de faire d'autres relations que des relations post-coloniaux comme avec la France et les États-Unis, la possibilité d'aller vers la Chine, d'aller vers la Russie, d'aller vers d'autres pays à vision, comment on appelle ça, à vision non impérialiste et surtout à vision socialiste. Je pense que ça va redonner une autre direction, une autre direction à la libération africaine. Voilà, parce que il faut pas oublier qu'on veut, c'est vrai, on veut certes unifier l'Afrique, on veut certes libérer l'Afrique, mais on ne veut pas libérer l'Afrique et unifier l'Afrique sur une base capitaliste. Voilà, on veut unifier l'Afrique sur une base socialiste et avec une souveraineté complète mais une souveraineté qui profite plus au peuple, qui profite évidemment bien au peuple qu'aux dirigeants et tout ça. Donc, cette question de l'AES, ce que je peux dire sur l'accord de l'AES dans la sous-région en matière de souveraineté, c'est que c'est un bon exemple et un bel exemple de, de, de détermination et de prise de conscience. Voilà, de prise de conscience que on a compris, on a vraiment compris ce par quoi l'Afrique passe, ce par quoi nous sommes passés et
comment on peut mettre fin à ça et vraiment arriver comment on appelle ça, à une vie meilleure pour l'Afrique et pour le monde entier. Merci. Alors, on a parlé du soft power avec Imani et une façon de comprendre le soft power, c'est vraiment la provenance des ONG. Et comment la stratégie, par exemple, du soft power et pourrait être une façon d'avoir ce pouvoir dans la région? Désolée, peut-être je ne comprends pas bien le soft power. Pouvez-vous traduire ça en français? Alors, le soft power, c'est-à-dire le pouvoir plutôt souple. Ce n'est pas le pouvoir en grand, mais c'est le pouvoir souple. Pouvoir, pouvoir du peuple, le pouvoir institutionnel. Exact. Pouvoir du peuple. Vous m'entendez là? Oui, je vous Vous nous entends. entendez? Oh, très bien. Alors, est-ce que vous voulez qu'on reprenne la question? Oui, oui. Oui. Très bien. Pouvez-vous répondre? Oui. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? On a parlé de cette pouvoir, en fait, ce pouvoir institutionnel de, de la AES. Comment la formation de l'Alliance des États du Sahel au sein de la CEDEAO affecte-t-elle les stratégies de pouvoir d'impliquer un peu plus d'influence dans la région? En fait, est-ce qu'il y a des luttes avec le peuple, avec les ONG, par exemple, ce qui se passe dans la région? Ça pourrait être plus simple de poser la question comme ça. D'accord. Déjà, vous le constatez, les ONG, on peut le dire, c'est une sorte d'impérialisme indirect, si on peut le dire, une sorte de contrôle impérialiste, voilà, déguisé sous forme d'aide et tout ça. Donc déjà, que la vision de l'AES, c'est une vision souveraine totale et surtout comment on appelle ça, euh, de libération anti-impérialiste. Donc, ça fait de sens que les relations, les ONG, la position des ONG, la place des ONG est vraiment remise en cause au sein de l'AES. Et je pense qu'il y a quelques ONG qui sont un peu plus, comment on appelle ça, sous surveillance, voilà, sous surveillance au sein de l'AES. Et si on va aller vers la question de la CEDEAO, la CEDEAO, vous le voyez, c'est censé être un organisme économique qui va, comment on appelle ça, travailler de sorte à pouvoir donner un dynamisme économique avancé aux États de l'Afrique de l'Ouest. Mais on a vu qu'elle s'est plutôt convertie à un organisme politique plus pour mater ces pays-là, pour les garder sous domination impérialiste, parce que il faut de reconnaître que quand on regarde la CEDEAO, tous ces pays qui sont au sein de la CEDEAO et tous ces chefs d'État qui siègent au niveau de la CEDEAO, il faut le dire, ce sont des marionnettes de ces impérialistes. Ce sont des marionnettes. On peut prendre le cas de l'ex Macky Sall, Alassane Ouattara, Tinubu. Vous voyez que tous ces gens-là, c'est des
c'est des marionnettes placées dans leur pays par ces États capitalistes. Donc, évidemment, ils vont essayer de servir les intérêts de leur mère dans leur pays. Donc, une fois qu'ils sont réunis encore dans une institution et de pouvoir, évidemment, qu'on voit que la CEDEAO est dirigée de l'extérieur. Voilà, on a un institut, on dit ouest africain, pour les Africains, dirigé par les Africains, avec des chefs d'État africains qui siègent, qui prennent des décisions pour, soi-disant, le bien de ces pays. Mais quand on analyse en profondeur, on sait que ces décisions prises par la CEDEAO ne sont pas des décisions prises par ces chefs d'État africains, ni pour le peuple africain, ni pour le bien-être du peuple africain, mais plutôt pour les intérêts des capitalistes et impérialistes. Donc, évidemment que, comment on appelle ça, la voie que a pris l'AES est une voie qui est vraiment radicale contre l'impérialisme et le capitalisme. Donc, évidemment, les maîtres impérialistes vont saisir leur institution marionnette pour essayer de récaler un peu les choses au niveau de l'AES. Et donc, on a vu le cas des sanctions que l'AES et la CEDEAO a eu à imposer au pays de l'AES. Et vraiment, ce sont ces sanctions sans vraiment tenir compte du bien-être de ces pays, de ces peuples-là au sein de l'AES. Par exemple, quand on prend le cas de la guerre, et la faute d'attendre que la CEDEAO a décidé de déployer au Niger pour remettre Bazoum au pouvoir, on voit que c'est une décision qui n'a aucun avantage pour le peuple nigérien en particulier et aussi pour les peuples de ces pays membres qui vont prendre part à cette guerre parce que forcément, il y aura des postes du Niger et tout ça. Et forcément, la population sera impactée économiquement et comment on appelle ça? Et physiquement et tout ça, il y aura des cas de mort et de blessés et tout ça. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont voulu, parce que l'impérialiste comment on appelle ça, n'a pas voulu perdre le Niger de plus. Et eux, ils se sont mis au sort de l'impérialiste et ils veulent, comment on appelle ça, détruire le Niger pour faire plaisir à leur maître. Donc, toutes ces choses ont amené vraiment l'AES à prendre ses distances parce que, comme on le dit, trop se frotter au serpent, on finit par se faire mordre. Donc, il vaut mieux prendre les distances, être, comment on appelle ça, dans une position où on a une certaine souveraineté, une certaine indépendance, où on peut prendre des décisions sans être affecté, prendre des directions. Et je pense que le départ de l'AES, de la CEDEAO, c'est un peu lié à ça, un peu lié au fait que la CEDEAO est utilisée comme un instrument pour, comme on appelle, stopper la lutte de libération de ces peuples-là. Merci. Alors, quelle est la perception générale des... Parce qu'on parlait justement comment ça pourrait être positif, comment le peuple, comment ressentit-il et qu'est-ce que cela veut dire pour la fonction de l'Alliance globalement en tant que cette résistance de l'impérialisme? Pour le peuple, je pense que le peuple a bien accueilli les choses et il est vraiment impliqué à fond dans ce processus. C'est pas un processus, c'est pas une unification entre États, entre chefs d'État comme on l'a vu avec l'UE actuellement ou la CEDEAO qui n'implique pas vraiment le peuple dans le processus parce que quand on regarde la CEDEAO, c'est juste des chefs d'État qui vont en sommet et des sommets qui se font en France ou ailleurs et qui juste décident de prendre des décisions sans impliquer le peuple. Voilà, la CEDEAO n'implique pas le peuple. Mais quand on regarde l'AES, la plupart des grandes décisions de l'AES viennent de la masse. Enfin, ça vient de la base et ça remonte et les dirigeants, comment on appelle ça,
applique ça. Donc, c'est pour dire d'une certaine façon que c'est un processus qui prend comme en compte la masse. Ça veut dire que la masse est intégrée dans le processus. Donc, quand on prend par exemple le cas de Burkina Faso, on voit que ce n'est pas encore un État, comment on appelle ça, un État populaire, un gouvernement populaire, socialiste comme on le veut, mais c'est un processus, ça y vient parce que le peuple, quand vous regardez, il est impliqué à fond pour défendre le Burkina, pour défendre l'AES, on a des BDP qui s'organisent, qui décident, c'est juste des volontaires qui disent, OK, moi, mon pays est attaqué, je décide de prendre des armes et pour aller défendre, comment on appelle ça, mon pays. Et on a le cas des gens, des cellules de veille. C'est des gens, des Burkinabés comment on appelle ça, qui ont décidé de s'organiser en cellules euh, et d'être dans des endroits spécifiques, des endroits stratégiques de la ville, du pays, pour pouvoir prévenir le pays d'une éventuelle attaque, comme on appelle, interne. Parce que vous voyez, les attaques, forcément, ça ne va pas venir de l'extérieur. Ça a toujours été interne. Les impérialistes ont toujours utilisé les valets locaux pour déstabiliser les pays révolutionnaires qui essayent de se libérer. Donc, forcément, ils vont toujours tenter comment on appelle ça, ce truc-là, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis, quand on regarde l'histoire de tous ces pays révolutionnaires, de tous ces révolutionnaires qui ont voulu donner une vision, une nouvelle direction à leur pays, ça a toujours été à l'intérieur que le coup est passé. Donc, il y a ces jeunes-là qui ont compris et qui ont décidé de s'organiser et de défendre le pays d'une certaine façon. Et aussi, au-delà de ça, il y a des actions comme l'action arabe populaire qui permet, c'est une action économique qui permet aux Burkinabés de pouvoir participer activement à la vie économique, à la mise en place des usines, d'industrie et d'usines burkinabés qui vont vraiment lancer l'économie du pays. Donc, c'est pour dire que le peuple, la masse a pris conscience et la masse est intégrée vraiment dans le processus et la masse réclame même encore plus que ce qu'on a actuellement. Et on pense que c'est un processus et on va y arriver très bientôt. On a espoir. Merci Fatou, merci Imani. OK, maintenant, nous allons adresser notre panel CARICOM avec Tamisha Jones et Peter James Hudson, et qui sont tous du Canada. Tanisha est elle est professeure adjointe à York University. Elle étudie le développement caribéen, souveraineté politique et aussi les politiques étrangères du Canada, l'impérialisme, l'inclusion financière. Elle a publié sur les panels Caraïbes, le pouvoir, l'économie radicale et économique, elle a écrit sur les thématiques de la Caraïbe, euh, mhm, et d'autres organisations. OK, Peter Hudson est auteur de Bankers Empire et Empire, How Wall Street Colonized the Caribbean, et membre de Black Alliance of Peace dans l'équipe américaine. Merci, bienvenue à vous deux. Et je vais commencer avec Tanisha. OK, merci pour l'invitation. OK, donc je ne pouvais pas penser à quelqu'un de mieux pour expliquer le contexte de l'histoire du CARICOM, car on voulait savoir quels sont les défis d'une telle alliance régionale et, et actuellement, et qu'est-ce qu'elle représente actuellement. Oui, 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 oui.
Mhm. Donc, CARICOM, et comme tout le monde, qu'on le connaît, et la plupart des gens le reconnaissent actuellement, que quoique, quoi qu'on le reconnaît comme quoi qu'on le reconnaît comme la communauté caribéenne, mais plutôt c'est une compétition. On peut dire que c'est vraiment une compétition entre les États de la région pour voir comment est-ce qu'ils sont en compétition avec l'un avec l'autre pour les investissements et pour voir comment avancer ou faciliter un forum politique, et, un forum politique, un agenda pour la région. Et je pense que la plupart des gens croient que CARICOM est une institution intégrée dans la région, mais c'est pas nécessairement vrai, ou d'autres, c'est pas la fonction du CARICOM. Et de ce conseil du CARICOM, on l'avait établi dans la région pour créer une fédération ouest-indienne, car les États se sont vus comme trop petits, trop faibles. S'ils étaient seuls pour essayer pour essayer vraiment pour vraiment essayer de s'établir dans l'économie globale. Donc, l'idée est de voir comment on pourrait s'unir et économiquement pour le développement et le progrès de la région. Et la question est qui a le contrôle économique dans la région, mais je pense que ces conversations ont à voir avec les intérêts commerciaux dans la région et les puissances étrangères qui étaient à l'arrière des actions. Et OK, de là étant, il y a eu de différents accords de commerce l'un avec l'autre. J'essaie de l'expliquer d'une façon très simple au lieu de technique, hein, pour que vous puissiez comprendre. Donc là, vous avez le rêve d'une fédération OK, qui n'a pas eu de succès. Et puis, ils ont eu un traité, ils ont un traité qu'ils ont soulevé. Et c'est de là que CARICOM s'est créé. Et c'est de voir comment on pourrait vraiment entrer en compétition avec l'un et l'autre. Et pour les investissements pour les investissements étrangers occidentaux. Oui, oui, ils ont dit qu'ils allaient garder les liens de diplomatique avec l'autre. Euh, donc, lorsqu'on parle de la CARICOM actuellement, c'est un véhicule pour les États pour attirer les investissements occidentaux dans la région et, d'une façon amicale euh, um, et une façon amicale de créer une concurrence et, donc, OK, donc les politiques qu'ils établissent entre eux et respectent toujours les politiques étrangères. Et lorsqu'on parle du néocolonialisme, ce qu'on voit, c'est l'aspect politique sans l'indépendance économique, ce qui veut dire que les gens sont gouvernés par ceux qui les ressemblent ou qu'on aperçoit qu'ils font partie d'eux, mais, mais leur gouvernement légitimise et l'économie exploitative et les relations sociales qui respectent le status quo. Et il y a eu beaucoup plus d'améliorations dans les relations économiques, mais il y a toujours des discriminations et vers ceux qui sont plus marginalisés et dans la situation en coloniale. Donc, la partie importante du néocolonialisme, lorsqu'on parle du CARICOM, c'est de continuer un réseautage, un réseau collaboratif pour l'exploitation et, et la relation entre les salariés dans la région et l'industrie dans laquelle ils travaillent, reste toujours exploitative.
Donc, CARICOM collabore avec les politiques étrangères et cette collaboration est vraiment ciblée pour attirer les investissements. Donc, et lorsqu'on les lie ensemble, et j'aime dire aux gens que la CARICOM est une entité qui ne devrait pas exister car c'est une façon pour l'Occident pour exercer et l'économie diplomatique excessive dans l'espace et sous la guise d'investissement et de développement. Et je pense que actuellement, lorsqu'on parle d'Haïti, les gens se disent que la CARICOM supporte les interventions en Haïti, mais ce qui est apparent est et lorsqu'il bégaye pour l'aide occidentale, c'est que ils utilisent des organisations qui respectent euh, et les régulations qui existent et c'est à voir comment ils collaborent pour vraiment l'intérêt du pays. Donc, c'est une conversation et oui, oui, qu'on devrait avoir. Et à présent, la République dominicaine et d'autres États et font partie du CARICOM. Et on parle des mesures discriminatoires et d'autres choses pendant que ils investissent en République dominicaine. Et ouais, donc en général que maintenant la République dominicaine fait partie du CARICOM. OK, donc merci pour le contexte. Peut-être que vous avez répondu certaines des questions qu'on allait vous poser, mais peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus de contexte. Parce que j'aimerais savoir pour voir comment la gouvernance, le cadre de structure de gouvernance du CARICOM le cadre de structure du CARICOM et la gouvernance. Donc, typiquement, lorsqu'on parle des institutions régionales ou une collaboration régionale et au niveau des États, non seulement dans les Caraïbes, mais aussi dans l'Amérique du Sud et même sur le continent africain et l'Europe. Et habituellement, ils sont alignés en disant qu'ils veulent renforcer et ils disent qu'ils veulent renforcer la région. Car lorsqu'on étudie et analyse CARICOM et la Fédération ouest-indienne décide que les intérêts commerciaux et qu'ils ne voulaient, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas que les organisations et les organisations locales et pardon que et se développent. Je pense qu'il est important lorsqu'on discute de la création du CARICOM, les personnes qui sont élues comme les premiers ministres dans les États caribéens et portent leur voix dans la CARICOM pour faciliter l'exploitation néocoloniale dans leur pays de façon qui vraiment qui ne dérange pas leurs voisins. Donc, je pense que c'est une distinction à faire, car CARICOM elle-même n'a jamais eu une conversation qu'on voit dans d'autres organisations et comme comment est-ce qu'on va, ou bien quelle devise on va utiliser, ou bien quelle devise qu'on devrait utiliser entre nous pour ou est-ce qu'on va créer des standards économiques pour nous-mêmes? Donc, CARICOM n'a jamais eu ces conversations, except que CARICOM est un véhicule pour, pour une organisation non gouvernementale pour attirer de l'argent vers nous, pour assurer que l'argent reste constant, le flux de l'argent reste constant dans notre milieu. Donc, c'est vraiment un véhicule de dépendance sur les investissements sur les investissements étrangers. Donc, et là, on ne voit pas des idées innovatives dans les régions pour faciliter leur prospérité et leur développement.
Oui, donc ce sont des thématiques. Et donc, ce sont des thématiques qu'on lit avec, par exemple, d'autres organisations comme l'Union européenne, le thématique de développement et de progrès. Et donc, d'une phrase, j'aimerais dire que le point fort de la CARICOM est sa fonction diplomatique pour ceux qui analysent les institutions. Il permet ces États de se réunir et de discuter et parler de ce qui se passe dans la région. Et par exemple, les questions qu'ils pensent qui sont importantes pour la région. Et cependant, et en tant qu'institution et elle-même, et CARICOM, la CARICOM, pour moi, est vraiment, elle ne fonctionne pas quand elle nie la souveraineté de ses membres. Et les gens se plaignent pour dire que et on devrait avoir que les citoyens devraient voyager et entre eux sans visa, mais pourtant ils discriminent contre les Haïtiens, ils ne permettent pas aux Haïtiens de rentrer dans leur région. Où il y a- Encore, ça revient à la fonction de CARICOM qui est vraiment est un outil d'investissement mais qui est aussi un élément répressif oui, répressif pour les États membres, et, surtout lié à la discrimination que font face les Haïtiens. Donc encore, ils ont eu des mesures ils ont eu des limites discriminatoires vers les Guyanais. Donc, d'une façon, ils ont vraiment élevé cette connexion car ils aimeraient utiliser euh, les ressources pétrolières de ce pays. Donc, encore dit, c'est vraiment un véhicule et pour l'investissement pour l'investissement occidental. Et donc, où on ne trouve pas beaucoup de profit pour les gens, les États membres de la Caraïbe. On pourrait discuter, par exemple, la génocide qui prend place en Palestine et maintenant, et, et, et maintenant plus d'États reconnaissent la situation entre la Palestine et l'Israël. Donc, donc, euh, 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 donc, ça démontre une marque de gouvernement qui reconnaît la Palestine. Donc, donc, il jouait encore avec les politiques, mais avec les pressions régionales et, et les contradictions en tant qu'ancien entité coloniale. Euh, et certains des pays qui ont eu leurs indépendances il y a 50 ans moins. Et il y a des États comme la Barbade qui a soulevé, retiré sa monarchie. Pardon. Donc, je pense que j'ai perdu, j'ai perdu le sens de la question originale qui a été posée, mais la CARICOM elle-même, comme entité originale, est vraiment un véhicule l'investissement, pour l'investissement occidental, mais plutôt, donc, au lieu d'une institution régionale, au lieu d'une institution régionale focalisée sur le développement des États membres, elle est plutôt un véhicule économique plutôt. Et de quelle façon est-ce que CARICOM s'aligne avec les puissances occidentaux et comment est-ce qu'elle adresse les défis environnementaux, l'impérialisme dans la région et particulièrement en Haïti? Et en tant qu'entité dépendante des investissements occidentaux, donc, ces politiques sociales sont un peu, eh,
sont un peu limités. Je ne crois pas que c'est une institution qui pourrait vraiment, justement, qui adresser l'impérialisme. Quand il y a des gens qui célèbrent ou qui célèbrent le CARICOM ou bien les réparations, mais à quoi ressemblerait la réparation au CARICOM? Vu qu'ils sont dépendants du capitalisme occidental, cela devrait dire que si la réparation, c'est l'argent, cet argent devrait être adressé aux États CARICOM et aux États membres de la CARICOM. Donc, en tout cas, ceci dit, cette réparation n'ira vraiment pas au développement des États membres de la Caraïbe. Donc, CARICOM ne peut pas adresser le changement climatique, l'emploiement ou l'innovation dans leur société. Et ils sont plutôt liés à garder le standard, le status quo occidental, car ce sont les mêmes coopérations, organisations qui volent et les capitaux des États membres. Et beaucoup de gens se disent que peut-être les réparations et, devraient être investies dans les pays. Mais si vous faites partie de la diaspora, vous aimeriez investir dans les entreprises dans leur propre pays. Mais la plupart de ces entreprises ne sont pas la plupart de les États membres, ou les membres de la diaspora ne sont pas propriétaires de la plupart des entreprises qui existent dans ces différents États. Donc, l'Occident contrôle vraiment tout ce qui est économique dans cette région. Donc, la CARICOM ne peut pas effectivement adresser l'impérialisme. Et même si elle pouvait adresser la question et, et, euh, de- même si elle pourrait adresser la question peut-être de reculer l'influence, la culture, comment disons-on, la culture occidentale, pardon. Et euh, par exemple, le carnaval, maintenant, ce qu'ils font, ils sont commodifiés. Donc, ils ont commodifié beaucoup des aspects culturels car les membres de la diaspora parfois ne peuvent même pas participer à ces genres de choses qui se font dans leur pays. Donc, si eux-mêmes, donc, CARICOM, donc CARICOM n'est plus vraiment et aujourd'hui, nous n'avons aucun des membres. OK, maintenant, nous n'avons plus aucun membre de la CARICOM qui vraiment pousse pour l'intégration. Ce qu'ils font, ils bégayent pour l'investissement et OK, ils renforcent les intérêts étrangers et Et pour moi, le CARICOM ne devrait plus exister car il continue à défendre les intérêts et les intérêts occidentaux et, euh, et euh, euh, quoi qu'il ne bénéficie pas les États membres. Alors, Peter, vous avez écrit le livre Bankers and Empire, How Wall Street Colonized the Caribbean. Je voulais juste parler un peu sur... euh, je vais vous poser une question. Et d'abord, je vous dis merci, Erika, et pour avoir organisé cette session. Je dis un grand merci à tous les interprètes qui sont avec nous. Et je pense qu'on devrait peut-être reconnaître cette génocide
en Gaza. Je sais que ce webinaire n'est pas au sujet du Gaza, mais c'est important de discuter justement, de reconnaître cela et aussi, et nous devrions parler sur les problèmes de les Caraïbes et même aussi il faut faire allusion à Gaza aussi. Et je voulais juste dire, avant qu'on devrait former cette alliance régionale comme la CARICOM, et dans le contexte de la Caraïbe, par exemple, la taille de ces îles, au point de vue géographique et en démographie, on devrait aussi regarder la taille de l'économie, des économies de ces îles aussi. Alors, ça fait beaucoup de sens de pouvoir trouver cette unité, surtout dans le contexte de fait qu'on soit des pays voisins et aussi juste à côté des États-Unis et à proximité du Canada. Donc, nous devrions regarder des organisations comme la CARICOM et on devrait regarder aussi l'histoire des idées, des contextes régionalistes qu'on devrait regarder dans le contexte de la Fédération antilien, comme on devrait aussi regarder la Confédération des Antilles. Et on devrait aller au-delà en disant que peut-être que les penseurs panafricains ont de bonnes raisons, comme Martin Delany ou de Walter Rennie de la Guyane et le grand Marcus Garvey de la Jamaïque et leurs expériences en tant que des personnes des Caraïbes et qui donnent cette vision du monde panafricain. Et nous devrions essayer vraiment de créer des organisations et de pouvoir travailler à travers la région, de pouvoir former cette uniformité sur le commerce. Et ça fait beaucoup de sens de pouvoir encourager l'éducation, l'échange de l'éducation euh, et d'avoir des institutions, par exemple, comme l'Université des Caraïbes. Et on devrait parler aussi de la sécurité, la transportation. Et ça fait beaucoup de sens de parler sur aussi au point de vue du travail. Et on pense que c'est un problème très clair pour cette région des Caraïbes et pour la CARICOM. Bien sûr, il y a aussi des obstacles avec ces signification. Et aussi, nous sommes en train de travailler, nous parlons sur les systèmes politiques, nous, nous entamons aussi le nationalisme. Et bien sûr, nous sommes en train de faire face à des forces de l'extérieur de l'impérialisme. Et en tant que les Caraïbes en tant qu'une région, mais aussi des pays dans la Caraïbe. Si on regarde la CARICOM, on devrait regarder aussi après la Deuxième Guerre mondiale sur la formation des, des pays de l'Inde-Ouest. Alors, nous devrions voir que l'affiliation des pays des Caraïbiens de l'Ouest, nous devrions parler surtout aussi sur soit les pays des pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne et aussi sur la République dominicaine, Haïti, etc. Et nous devrions voir que l'Empire était en train de se détruire. Comment peut-on gérer cette région qui a des pays qui sont en train de trouver leur indépendance? Alors, l'échec de ceci, c'était surtout cette séparation des intérêts des corporations. Donc, nous avons, par exemple, Trinidad qui a la population plus majeure et la plus
et qui ne voulaient pas partager vraiment leur richesse avec les autres pays, comme la Barbade. Donc, l'un des problèmes fondamentaux, c'était vraiment le travail. Après la guerre, nous avions cet mouvement de liberté. Est-ce que quelqu'un d'un pays pourrait bouger dans d'autres pays librement? Donc, on avait, par exemple, avec le Trinidad, là où il y avait un pays qui était plus riche, là où il y avait beaucoup plus de terres, et ce pays ne voulait pas accepter les migrants de la Barbade qui a une petite économie avec cette main-d'œuvre qui voulait venir à la Trinidad, au Trinidad pour travailler. Donc, on a vu tout ça aussi au point de vue de ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on fait allusion à Haïti, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose, on devrait vraiment voir. Euh, Maintenant, nous sommes en train de voir vraiment l'impérialisme de l'Angleterre. On ne peut pas vraiment avoir cette comparaison entre la domination des États-Unis avec ce qui se passe après la guerre. Et du 19e siècle, nous devrions avoir cette besoin de la Caraïbe qui, qui fait partie. L'interprète n'entend pas très bien, mais maintenant, aujourd'hui, nous pourrions peut-être regarder trois différents problèmes. Je vais essayer de je vais essayer de répondre à votre question avant. Et on devrait peut-être regarder, lorsqu'on parle de la CARICOM et l'existence de la CARICOM, vis-à-vis de la relation des États-Unis et aussi la relation avec Cuba, et spécialement Cuba après 1959 et cette menace d'un État socialiste et l'influence de cette région était d'une grande importance. Et en 1981, et même en 1961, Eric Williams, le premier ministre de Trinidad, dans une interview avec la presse, il avait fait une déclaration de Cuba qui disait que c'était vraiment qui était anti-Castro, il disait que nous avons besoin de cette fédération, c'est-à-dire que Cuba créait quelque chose. Par exemple, la Grenade aussi était très effrayée de cette déclaration. Ensuite, on parle de la relation avec Haïti. Ce qui est important, c'est que on devrait voir la relation avec la Caraïbe la relation d'Haïti et la CARICOM. On devrait voir l'idée que dans les années 1970, Haïti il y a cette lutte par rapport à Haïti. Et aussi, on devrait voir la relation de la CARICOM envers Venezuela, surtout avec la révolution de Bolivar et les stratégies des États-Unis qui ont cette ingérence de, de ces différents pays entre la Guyane et Haïti, et avec Huffain Ali qui était en train de guider ce mouvement. Et ce n'est pas que la stratégie, mais il y a aussi l'idée de pétrole qui était impliquée. Alors, je vais être bref ici. Donc, pour moi, c'est concernant le commerce. Je pense que CARICOM et Tamish, que disait Tamisha, je pense que CARICOM, c'est une sorte de véhicule de pouvoir contrôler les ressources des pays de la Caraïbe. Je pense que dans ces négociations, par exemple, le gouvernement de la Guyane euh, euh, avait essayé de céder
à voir le pétrole aller vers Exxon, par exemple. Nous voyons que les désirs de cette occupation des États-Unis sur Haïti, pas seulement pour les raisons stratégiques, mais aussi sur c'est surtout sur les ressources et aussi sur le commerce de Haïti. Et de la meilleure façon de vraiment renverser cette utilisation de force en utilisant la CARICOM, on devrait rejeter vraiment cette dominance et sur la capitale européenne et américaine sur les Caraïbes. Désolée, j'espère que vous avez pu suivre. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. Je voulais juste poser une question qui n'a pas été adressée. Je voulais juste poser une dernière question à vous, Peter, parce que c'est très important pour l'équipe de Haïti et l'Amérique. Nous parlons de Haïti et la relation avec la CARICOM en Haïti, mais je voulais juste voir sur la CARICOM la justification et sa participation à des exercices d'entraînement militaire avec des États impérialistes et occidentaux, comme l'opération Trade Winds, tout en s'alignant sur la déclaration de la CELAC relative à une zone de paix qui préconise la démilitarisation et la résolution pacifique des conflits dans la région. Concernant la CARICOM, alors, nous n'avons que 3 minutes, mais je sais que peut-être que je vais juste essayer de vous poser cette question. Je vais essayer d'être bref. Donc, je dirais qu'on devrait reculer de pouvoir bien comprendre cette séparation des zones de paix. Et la zone de paix, c'est quelque chose qui est sapé par ces acteurs. Et par exemple, la Black Alliance for Peace et d'autres organisations nous a appris que les politiques US des États-Unis envers Haïti, par exemple, ont cette dominance stratégique afin d'utiliser cette façon d'utiliser ces régions stratégiquement et au point de vue économique. Alors, ces pays qui sont en train de revendiquer cette zone de paix, ce sont des hypocrites, puisque en demandant de cette... pardon, on n'a pas saisi la dernière phrase. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander est-ce que tous les panélistes puissent retourner sur l'écran. Et je remercie tout le monde. Et j'apprécie Jamila dans le fond là. Je ne pense pas qu'on a suffisamment d'informations sur la CEDEAO et CARICOM. Mais ce que vous aviez dit, Peter, vous avez parlé sur la relation entre la CARICOM et les pays caribéens. On a demandé de ralentir un peu. Et l'une des questions qui a été posée, c'était, pourriez-vous peut-être parler sur le sujet de panafricanisme? Et je voudrais parler dans le contexte que les pays du Nord, de l'Afrique du Nord et aussi en Haïti. Par exemple, on devrait voir si l'occupation... Comment visualisez-vous ce concept de pardon, l'idée de panafricaine envers l'Haïti et d'abord, je vais dire que je dois reconnaître que CARICOM avait ce document important de la réparation de la CARICOM. On devrait l'utiliser. Ce qui est important, c'est que ce qui fait que c'est un document assez important, c'est parce qu'il y a cette vision de panafricanisme qui y est quelque chose qui est cette réparation, un plan de réparation qui va vraiment saper ces idéologies. Mais lorsqu'on parle de Kenya,
lorsqu'on parle des forces de panafrique, les forces panafricaines, on devrait voir que c'est cette sorte c'est une insulte à l'héritage du mouvement panafricanisme. Alors, ça n'a rien à voir avec l'unité des Noirs, ça a à voir avec de pouvoir soulager les personnes de couleur noire et cette façon d'intervention néocoloniale, néolibérale pour leur propre profit, pour les profits des politiciens. Et c'est pas que des profits, mais aussi c'est des carrières que les gens puissent, puissent essayer de se glisser dans ces rôles. Et donc, nous devrions voir que c'est très important que de vraiment surveiller les gens qui vont amener cet argent dans leur compte en banque en Suisse. Merci, j'attends vos interventions. Erika, est-ce qu'on répond? D'accord. Alors, la question, par exemple, l'idée que je pense que c'est une question de manque d'information. Et je demande à tous les participants de faire des recherches sur, par exemple, l'Égypte et le panafricanisme. Et aussi, même au Maroc, il y a des discriminations sociales que je voudrais que vous sachiez que avec, par exemple, à Mozambique, Angola, ils ont tous des organisations qui sont justement liées au panafricanisme. Ça, c'est une question de manque d'information. Ils sont toujours en train de nous diviser. Il y a par exemple les Africains blancs et le reste des Afriques. Donc, je suis d'accord avec ce que disait Peter et de bouger les Africains de Kenya pour aller en Haïti, on demande que nous n'avons pas suffisamment de temps et si vous pourriez ralentir un petit peu pour que les interprètes puissent interpréter. Alors, la vérité, c'est que c'est une question de manque d'information. Je vais, je vais, je vais passer mon temps à quelqu'un d'autre pour que s'il y a des gens qui ont des questions, qu'ils puissent poser des questions. Alors, c'était la question qu'on n'avait pas posée. Cela, c'est une question pour vous, Taminisha. C'est le contraste entre la CARICOM et ALBA. Alors, pour la question, c'était comment, quel est le contraste entre CARICOM et ALBA? Et CARICOM en tant qu'une communauté et un organisme dans la Caraïbe et ALBA en tant que en tant qu'une économie, par exemple, concernant le commerce, je pense que CARICOM souffre cette façon de pouvoir trouver des solutions pour les peuples des Caraïbes et même pour des progrès dans la région. Et et je pense que on devrait, cet organisme ne peut pas vraiment adresser les problèmes fondamentaux de la région. Et en contraste avec ALBA, le fait qu'ils ont peut-être plus de compréhension de l'impérialisme occidental,
Donc, je pense que dans ce cas-là, CARICOM essaie de se focaliser sur les intérêts des États dans leurs propres États. Je pense que ALBA sont focalisés sur la reconnaissance quels sont les sous-développements dans leur région. Et aussi, il y a cette reconnaissance de ce système capitaliste qui reste surtout dépendant de de cet organisme. Alors, ALBA se concentre sur essaie d'attirer vraiment les investissements occidentaux, des investissements, pardon, occidentaux. Mais par exemple, lorsqu'on entend ALBA, on entend que les accords ont à voir avec Petro-Caribé, par exemple, et on a des États qui sont des membres de CARICOM qui font partie de groupe ALBA. Et dans ALBA, c'est un peu différent de ce qu'ils disent dans CARICOM. Par exemple, si vous regardez en ALBA, il y a des États comme Sainte-Lucie qui dit nous ne devrions pas aller en Haïti, nous ne devrions pas intervenir en Haïti. Et lorsqu'on regarde CARICOM, on voit que les États aigris, d'accord, les États sont d'accord qu'il faut intervenir en Haïti. Donc, par exemple, ALBA reconnaît la Palestine, CARICOM, la CARICOM reconnaît la Palestine, mais surtout pas ouvertement. Et donc, ils ne vont pas dire à plein ou au clair qu'ils qu'ils souhaiteraient supporter, appuyer les deux États, par exemple la Palestine et Israël. Et donc, Alba, il y a aussi le fait que CARICOM ont toujours reconnaît la souveraineté de Cuba. Et ceci, c'est une Donc, et ça, c'est bien avant que le CARICOM est devenu l'entité qu'on reconnaît actuellement. Et je pense que si CARICOM a été créé avant, je ne crois pas qu'ils auraient reconnu la souveraineté de Cuba. Et c'est pour cela, oui, je vous dis que la CARICOM ne nous est plus utile. Elle était utile au commencement, et surtout qu'elle est subserviente, qu'elle sert les intérêts occidentaux. Mais je pense pas qu'il est important de parler de la structure économique et comme elle influence et le cadre économique dans les États. Sinon, les Trinidadiens n'auraient pas rejeté les autres travailleurs caribéens. Ce sont les propriétaires qui ont joué ce rôle et on dit à la population que s'ils permettaient aux autres membres de rentrer dans leur pays, ils auront eu moins de ressources. Les citoyens ont eu moins de ressources. Donc, on dit que les Caraïbes, que l'intégration caribéenne ne peut pas se faire car et les Jamaïcains sont trop fiers, on déteste les Haïtiens, mais tout cela sort de notre histoire. Et, oui, oui, et quoique il existe une amitié, une compétition amicale entre les États, ils se voient quand même en tant que compétiteurs. Donc, oui, donc les perceptions ont été gérées exactement pour assurer que l'intégration ne pourrait pas prendre place. Et m- moi, par exemple, les Portugais et les Portugais au Guyana et gagnaient plus de 30% de revenus en Guyane. Et comment? Et donc, qui a le pouvoir dans le cas comme ce sont les corporations occidentaux.
et les leaders et travaillent et, sous, et travaillent sous la direction des organisations occidentaux. Et, et s'il n'existe pas une communication économique et, et reste en tant que des États où capitalistes où les ressources sont exploitées. Pardon. En tout cas, excusez-moi, donc il est 12h38. J'aimerais remercier tous les speakers d'aujourd'hui. Comme je vous dis, ce sont des conversations. Ce sont de bonnes conversations et donc je suis contente qu'on a pu commencer avec le thématique de la libération où on a discuté un peu de tout et par le thématique qu'on avait prêté de la PRP était vraiment était vraiment intéressant pour nous expliquer toutes les liaisons et les nuances. Et encore, c'est le mois de la libération. Et cette libération se célèbre durant tout le mois, tout au long du mois. Donc, revisez notre page d'Internet et nous aurons beaucoup d'événements. Et par exemple, nous aurons un webinaire pour les membres et nous discuterons le Global Fragilities Act. Donc, nous avons de différents événements dans de différentes régions et il y a quelque chose dans Philadelphia. Donc, s'il vous plaît, visitez notre page d'événements et et vous pourrez lire en lire là-dessus. Donc, merci et pour votre présence, pour notre fonction néocoloniale. Et on remercie Imani, Fatou, Peter et pour nous centrer sur cette conversation, pour leur brillance. Et donc, oui, à la prochaine.